Parfois, on a de la chance, et c'est exactement ce que j'ai ressenti récemment quand un ami m'a envoyé un message en me disant qu'il travaillait dans une maison où ils avaient arraché plusieurs plans de travail en bois massif, et il m'a demandé si ça m'intéressait. Mais ce ne sont pas des plans de travail en bois massif ordinaires. La plupart sont constitués de lames de bois assemblées par entures multiples, ce qui est bien, mais ce matériau est peu utile à réutiliser pour un menuisier. Celles-ci sont en longues planches de bois dur, ce à quoi je ne m'attendais pas, et j'ai immédiatement été enthousiaste quant à leur utilisation. À droite, ces pièces sont en hêtre massif. Une belle trouvaille, mais cette pièce à gauche est en chêne massif. Au fait, acheter cette quantité de chêne blanc de première qualité chez un négociant en bois coûterait, d'après mes calculs, entre 450 et 500 livres plus la TVA. J'ai 2 projets en tête pour cette vidéo. Le premier sera un lampadaire, mais avec des étagères de rangement, et je vais utiliser cette pièce de hêtre. Comme vous le voyez, elle est voilée, mais cela n'aura pas d'importance pour ce que je vais en faire. Un motif de veinage ondulé intéressant se trouve au centre. Je vais garder cette partie pour quelque chose de sympa et éviter les zones avec les joints en coupant entre eux. Ailleurs, le veinage est assez banal et je vais utiliser cette partie pour les pieds. Je rectifie d'abord les bords à la scie sur table, puis je pourrai découper et usiner les pieds. Ça va être un projet vraiment compliqué. J'y ai beaucoup réfléchi, mais je ne sais toujours pas si ça va fonctionner. Mais le secret pour avancer, c'est de commencer. Si je travaille avec 2 pieds pour l'instant, je sais que je veux que l'écartement de mes pieds en bas soit d'environ 550 mm, et puis en haut, je veux que l'écartement soit assez petit. Je ne sais pas encore la longueur de mes pieds, je verrai plus tard. Je vais utiliser mon équerre de charpentier pour estimer de combien cet angle diffère de 90 degrés. Donc, si j'utilise la fonction pivot qui est ici, je peux voir que c'est environ 7 degrés et demi, et je vais vérifier de ce côté aussi. Encore une fois, environ 7 degrés et demi, donc c'est sur cette base que je vais travailler. Maintenant, je peux décider à peu près où mes étagères vont se trouver. Pour l'instant, je me fie simplement à ce qui me semble correct visuellement. Rien de tout cela n'est une science exacte, et je vais aussi mesurer la largeur de mes étagères. Je vais maintenant avoir besoin d'un gabarit pour la scie à ruban, afin de découper des cercles. J'incline la table de la scie à ruban à 7,5 degrés, puis découpe une ébauche pour fabriquer ma première étagère. Je mesure le rayon du cercle que je veux et j'ajoute une cheville qui sera mon point de pivot pour découper un cercle parfait. J'ai simplement percé un trou au centre, hors caméra, pour y insérer cette cheville. Je prépare ensuite la découpe de ma seconde étagère, plus petite. Pour assembler tout ça, il me faudra quelques objets trouvés au hasard dans l'atelier pour tout soutenir. Et ça a l'air de pouvoir fonctionner. Je peux utiliser les étagères comme repères pour tracer l'emplacement des assemblages. Je peux ensuite reporter ces repères et angles sur chaque pied. Au départ, je voulais obtenir des assemblages précis en les découpant à la main, puis tester à blanc après le ponçage des étagères. Mais j'ai réalisé que plus mes assemblages étaient serrés, plus il serait difficile de tout assembler au collage. J'ai donc finalement découpé la plupart des assemblages à la scie à ruban. Oui, c'est un peu plus grossier, mais quelques petits espaces ne vont pas me déranger, et si cela facilite l'assemblage, alors c'est gagnant-gagnant pour moi. J'ai ajouté un gros quart de rang au pied. Et ensuite, j'ai pu faire un montage à blanc juste pour vérifier que tout s'assemble correctement. Ça a presque marché, mais un assemblage était trop serré. Heureusement, j'ai fait ce montage à blanc.
Je vais étiqueter la position de chaque pied, puis je pourrai affiner l'ajustement de cet assemblage avant de remettre tous les composants à leur place. Je vais utiliser de la colle polyuréthane ici, et je dois travailler rapidement pour assembler tout ça parce que ce produit forme une pellicule assez vite. Cette fois, tout s'est bien assemblé, et je dois juste vérifier visuellement que les pieds sont alignés. Encore une fois, je n'ai pas besoin que ce soit parfait, je veux juste que ça ait l'air bien à l'œil. Avec les pieds posés sur la surface plane de mon établi, je peux maintenant tracer une ligne de référence pour pouvoir les ajuster afin qu'ils reposent bien à plat. Je dois maintenant découper un autre cercle pour le dessus, cette fois avec la table à 0 degré. Avec le niveau laser, je marque et coupe aussi le haut des pieds pour les aplatir. Voici la douille de lampe que j'ai achetée. Je dois découper un grand trou au centre du cercle supérieur pour la faire passer. Je préfère faire comme ça plutôt que de m'embêter avec le câblage. Et en plus, il ne semblait pas y avoir de moyen simple d'accéder à l'interrupteur sur le câble. J'ai centré le cercle supérieur, puis tracé le contour du haut de mes pieds pour fraiser les logements. J'essaye de ne pas utiliser de fixation mécanique sur ce projet, juste du bois et de la colle. Récemment, mon entreprise a embauché son premier employé, alors je veux vous présenter mon apprenti. Le papier de verre. C'est elle qui aura tous les meilleurs boulots. Il me reste un dernier cercle à découper. Je vais le faire à main levée puisque le rayon est assez serré, puis je vais le refendre pour en avoir 2. Je ne sais pas vraiment comment appeler ce composant. Est-ce une bague, un passe-câble, un écusson? Dites-le moi. Mais en gros, ceux-ci serviront à fixer le luminaire en place, ce qui va transformer le grand trou que j'ai découpé tout à l'heure en un trou beaucoup plus petit. J'ai sorti toutes mes cires pour faire quelques essais, et j'ai finalement choisi une cire teinte chêne foncé. L'objectif était d'obtenir une teinte proche de celle de l'Iroko utilisée sur le mur multimédia construit il y a quelques mois. Donc quelque chose comme un brun moyen pour assortir aux autres éléments de la pièce. Je l'ai aussi ajouté au cordon pour qu'il s'intègre au décor. Avec le recul, j'aurais dû rendre la lampe 150 mm plus courte, mais j'aime quand même sa façon de dominer la pièce. Tant que j'y suis, nous aimerions une table basse plus grande pour remplir cet espace et aussi cacher certains de ces fils laids. Je peux aussi utiliser ce superbe chêne pour le plateau. Pour les pieds de ma table, cette grande dalle de chêne est trop précieuse pour que je la découpe en petits morceaux. Surtout que j'ai des pièces comme celle-ci qui seront parfaites. Pour l'assemblage, je vais utiliser des assemblages à enfourchement. Les habitués savent que c'est mon assemblage préféré. En plus de leur apparence, ils sont aussi incroyablement solides et je trouve qu'ils sont agréables à réaliser. Ce gabarit me permet de positionner chaque pièce de bois à la verticale, et il me suffit de couper quelques cales pour décaler la pièce afin que la lame soit exactement là où je veux couper.
Ce bloc peut ensuite être ajusté avec un rabot à main, puis je peux régler la hauteur de la lame en fonction de l'épaisseur du matériau. Je vais fixer ce bloc pour qu'il ne bouge pas. Et faire ces coupes de façon répétée et précise. Et je peux ensuite utiliser ces coupes comme référence pour savoir où je veux faire les coupes correspondantes sur les autres pièces à travailler. Et pour cela, il me faudra une nouvelle cale d'espacement, qui est plus large de l'épaisseur de la lame que la précédente, afin de me permettre de couper à l'intérieur du repère plutôt qu'à l'extérieur. Et je fais toujours cela sur une pièce d'essai avant de couper la pièce finale, juste pour vérifier l'ajustement. Et là, ça a l'air d'être parfait. La hauteur de la lame réglée, je peux ensuite retirer la plupart des déchets de la pièce à mortaise oblongue. Et ensuite couper les épaulements de la pièce à tenon. Comme vous pouvez le voir, c'est un ajustement parfait. Un assemblage était un peu trop serré pour une raison inconnue. J'ai encore un peu de chaîne que je peux utiliser pour fabriquer une étagère. Une de mes boules est en chêne rouge, les deux autres en chêne blanc. Heureusement, la teinture aidera à harmoniser les couleurs. Et puis, c'est une étagère, elle va se trouver sous le dessus, donc elle ne sera de toute façon pas particulièrement visible. Je peux maintenant rainurer les pieds pour l'étagère. Et pour cela, j'utiliserai ma lame courbe à dent plate de 5 mm. Les gens me posent toujours des questions à ce sujet, donc je laisserai un lien dans la description ci-dessous. J'ai fait une erreur stupide. Vous avez peut-être vu dans les images précédentes que certains morceaux de ce chêne ont de grosses imperfections, et le plan était de les mettre à l'intérieur et sous la table. Cependant, j'ai fait les rainures du mauvais côté, ce qui veut dire que je vais devoir essayer de faire une réparation avec une pièce rapportée. Pour l'instant, je vais juste mettre un peu de mastic à l'intérieur, mais je vais m'assurer qu'il soit bien enfoncé, et je reviendrai là-dessus plus tard. Après quelques arrondis, je peux assembler ce cadre. Je vais utiliser une teinture à base d'eau parce que, encore une fois, je veux teinter ceci d'une couleur brun moyen. J'ai du chêne foncé ici qui est trop foncé et du chêne moyen qui est trop clair. Donc je vais combiner les deux et je vais utiliser une finition à base d'huile par-dessus cette teinture. Et vous pourriez vous demander si mettre une finition à base d'huile sur une teinture à base d'eau, est-ce une bonne idée? Souvent, j'observe qu'utiliser une teinture à l'alcool suivie d'une finition à l'huile peut réactiver la teinture, étaler la couleur et provoquer un vrai désordre. Je n'ai jamais eu de souci avec une teinture à l'eau si on la laisse bien sécher avant la finition à l'huile. Je l'ai laissé sécher 24 heures, puis j'égrène avec un grain 400 des poussières et applique la première couche d'huile cire dure. Je l'ai laissé reposer encore 36 heures, puis j'ai de nouveau égrené. Et ensuite, pour la deuxième couche, j'ai appliqué l'huile cire dure avec un tampon à récurer Bordeaux avant d'essuyer l'excédent. 8 heures plus tard, je peux fixer le plateau au cadre. J'ai percé les trous sous le plateau pour y insérer quelques-uns de ces inserts filetés M6.
Et ceux-ci ont la fâcheuse habitude de casser, surtout lorsqu'ils sont utilisés dans des bois durs. Donc, j'aime percer les trous environ 1/2 ou 1 millimètre plus grands que la tige de l'écrou, et aussi faire le serrage final à la main. Ensuite, j'élargis les trous du cadre à 10 mm, soit quelques millimètres de plus que la tige des boulons prévue. Cela permettra au-dessus de se dilater et se contracter avec les variations saisonnières de l'humidité. Maintenant, je vais m'occuper de cette réparation avec une pièce rapportée en utilisant des bâtons de cire durs pour réparation. Donc, cette table ici est celle que j'ai construite il y a 10 ans sur la chaîne, en octobre 2016, et je l'aime toujours autant. Donc, on va simplement la déplacer ailleurs. Je vais lui remettre une couche de cire. Celle-ci est assez lourde.